Bonjour tout le monde, bon matin à tout le monde. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je ne suis pas surpris, avec moi ça commence toujours comme ça. C'est toujours difficile, après ça va crescendo. Donc je suis Pape Wade, cofondateur de la startup Erudi. Donc Erudi c'est une RH Tech. Donc qu'est-ce que nous faisons? Nous combinons l'expertise ressources humaines avec les différents outils de l'intelligence artificielle pour créer des plateformes d'aide à la décision, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que nous permettons? Nous permettons aux gestionnaires, aux gens en ressources humaines, donc de prendre les meilleures décisions possibles dans la gestion de la ressource la plus précieuse qui est l'humain, l'ordre de ressources humaines. On a une trentaine d'employés. Présentement, 80% de nos gens sont des gens techniques. Donc, c'est des gens, des ingénieurs en génie logiciel ou des spécialistes en intelligence artificielle. Donc, le reste, c'est des gens en marketing et une équipe de ressources humaines. On a déjà fait une première levée de fonds, une seed round, comme on l'appelle. On a déjà levé plus de 2,7 millions de dollars présentement. On a plusieurs clients. L'entreprise est déjà EBITDA positif, donc l'entreprise est très rentable présentement, ça va très bien. On est en train de préparer notre série A, donc qui est à près d'une dizaine de millions de dollars. On est en train d'ouvrir un bureau en Afrique, au Sénégal, dont je suis originaire, et puis un prochain bureau dans la ville de Metz, en France, dans les prochaines, d'ici à 2023. Donc l'entreprise est en pleine expansion, la croissance se passe très bien. Au début, quand on a lancé l'entreprise, 95% des gens me disaient une phrase: tu es complètement fou. Tu es immigrant, tu occupes un poste de directeur des ressources humaines dans une entreprise de 3000 employés à Montréal, tu as 2 enfants à bas âge, tu as un certain confort de vie. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? La raison pour laquelle j'ai introduit avec ça, pour vous parler de ça, c'est pour moi c'est très important dans notre communauté qu'on pense grand. Il faut penser plus grand que soi. Un des problèmes dans notre communauté, c'est que chacun pense pour lui, à son propre confort. Moi, mon point, c'est qu'il faut créer de l'impact. Et c'est l'impact qui fait qu'on devient fort. C'est l'impact qu'on crée qui fait qu'on crée d'autres impacts autour de nous. Et c'est ça qui fait que la communauté va être respectée. C'est ça qui va faire qu'on va avoir des modèles sur qui on va s'identifier. Des modèles sur qui les gens vont dire, ben, s'il l'a fait, lui, si Pape l'a fait, je vais être capable de le faire aussi. Si un autre l'a fait, je vais être capable de le faire aussi. Les gens qui ont le plus changé le monde, dans les top 3, c'est les entrepreneurs. C'est les entrepreneurs qui contribuent énormément à changer le monde. Donc, je pense que dans les rôles où on est, dans la place où on est chacun, on est capable d'avoir de l'impact. Et cet impact-là, si on n'est pas capable de l'avoir sur soi-même, je vous assure qu'on ne sera jamais capable de l'avoir sur les autres. Donc, ayons un impact sur nous-mêmes pour pouvoir en avoir sur les autres. Le leadership, il commence par soi-même. Si on n'est pas capable d'avoir un leadership sur soi-même, de se discipliner, d'avoir une vision, d'avoir un rêve, on ne peut pas faire rêver les autres. Donc, rêvons d'abord nous-mêmes, et à ce moment-là, on va pouvoir faire rêver les autres. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est important, quand je commence des rencontres comme ça, de vraiment parler de l'impact qu'on doit avoir vis-à-vis de nous-mêmes, dans notre communauté et en dehors de notre communauté. Donc, c'est comme ça qu'on construit une économie, c'est comme ça qu'on construit des modèles, c'est comme ça qu'on devient meilleur, c'est comme ça qu'on va devenir plus fort encore pour pouvoir bâtir une communauté extraordinaire, une communauté qui va pouvoir avoir un gros impact. Parce que l'intelligence est là, clairement. Le talent, il est là, clairement. Donc, qu'est-ce qui reste pour moi? C'est de continuer à avoir cet impact-là, de continuer à rêver et de continuer à dissiper ces rêves-là, répandre ces rêves-là envers les autres. Comme on dit en Afrique, ce sont les petites graines de sable qui créent les belles plages. Donc, on est tous des petites graines de sable ici. Donc, faisons en sorte que ces graines de sable-là soient ensemble pour créer une belle plage sur laquelle les gens vont avoir envie de venir, sur laquelle les gens vont avoir envie de faire quelque chose. Merci. Alors, ceci dit, je vais vous parler, avant de parler de l'impact, de comment on va manager l'intelligence artificielle à la gestion des ressources humaines, je vais vous parler de la grande démission. Aujourd'hui, on en parle,
Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Pourquoi les gens aujourd'hui démissionnent énormément au niveau de leur travail? Pourquoi les gens vont de plus en plus se tourner vers l'entrepreneuriat? Pourquoi les gens changent de métier aujourd'hui? Parce que le rapport au travail a complètement changé. Le rapport au travail que nos parents, nos arrière-grands-parents avaient au travail, il n'est plus le même. Les gens, quand ils se lèvent le matin, ils se posent une question. Pourquoi je me lève aujourd'hui? Why I want to do this job? Pourquoi je veux faire ce travail-là? Donc, ce why-là est super, super important. Moi, c'est ce why-là qui m'a fait tout simplement me dire, parce qu'une des raisons pour lesquelles on a créé cette entreprise-là, c'est parce qu'on s'est réveillé un matin et puis on s'est dit, mais est-ce que ce qu'on fait, c'est vraiment des ressources humaines? Est-ce que quand tu arrives au travail, que les gens se cachent de toi, parce qu'ils disent, mais je vais être le prochain qui va congédier, je vais être le prochain qui va, etc., etc., tu te poses la question, mais pourquoi je me lève? Pourquoi je me lève les matins pour ça? Alors que mon rôle, normalement, l'ADN des ressources humaines, c'est quoi? C'est d'identifier un talent, c'est d'embaucher ce talent-là et de l'aider à atteindre son plein potentiel de créer de la valeur dans l'entreprise. Et cet ADN-là, malheureusement, moi, dans mon ancien job, je commençais à perdre cet ADN-là. Et ça m'a fait poser la question, mais pourquoi je me lève tous les matins? Est-ce que c'est ce genre de job-là et que c'est cette vision des ressources humaines que j'ai envie tout simplement de promouvoir? Alors que mon rôle, normalement, c'est de remettre l'humain au centre de l'entreprise. Donc, c'est important de vraiment, comme entrepreneur aujourd'hui réunis, de se poser cette question-là. Pourquoi les gens démissionnent? Pourquoi le rapport au travail est complètement différent? Les gens se posent cette question-là. Je dis, quel rapport dois-je avoir avec mon travail? Pourquoi je me lève? Et la majorité, moi, des gens avec qui je travaille, il y a un mot qui revient souvent. Je veux avoir de l'impact. Au niveau en plus de mon salaire, je veux tout simplement pouvoir prendre des décisions, pouvoir influencer sur ces décisions-là et voir les résultats de mon travail, voir les résultats de qu'est-ce que je fais. Donc, c'est important pour nous, comme entrepreneurs, quand on embauche des gens, de penser à ça. Les entreprises dépensent énormément d'argent sur la rétention. Moi, la rétention, je n'y crois pas. Je ne crois pas à la rétention. Je vais vous dire la raison pour laquelle je ne crois pas à la rétention. Parce qu'aujourd'hui, le travail, c'est une aventure. Le travail, aujourd'hui, les gens, ils prennent ça comme une aventure individuelle et une aventure collective. Donc, faisons en sorte que cette aventure-là soit le plus agréable pour les employés. Faisons en plus que cette aventure-là soit le plus extraordinaire pour les employés. Si on fait ça, les gens vont rester le plus longtemps possible. Et les gens ont le droit de changer de travail si ça ne fait plus de sens pour eux. Donc, au lieu de mettre beaucoup d'argent sur la rétention, on devrait mettre de l'argent sur comment je fais pour faire vivre une aventure extraordinaire aux gens qui contribuent à créer de la valeur dans mon entreprise. Nous, on a eu des employés qui sont partis et qui nous ont référé d'autres employés, d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'on leur a offert une belle aventure qui ont fait que demain matin, ils vont pouvoir dire à un ami, à un collègue, à un voisin, une voisine, « Tiens donc, tu veux travailler? » Écoute, moi, je connais une entreprise qui s'appelle Érudit. Tu vas vivre une expérience extraordinaire. Donc, le travail aujourd'hui, c'est une expérience. Le mot travail, il est complètement déphasé. Le mot travail, pour moi, n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est la mort du travail. Le travail n'existe plus. Les gens, ils veulent vivre des aventures. Les gens, ils veulent contribuer. Les gens, ils veulent créer de la valeur. Pour moi, c'est ça qui est l'essentiel aujourd'hui. Le mot travail, ça n'existe plus, ça. Je ne sais pas si vous avez lu un livre qui s'appelle Bullshit Job. Je vous le recommande vraiment. Et posez-vous la question, est-ce que je fais de la bullshit job ou pas? Posez-vous cette question-là. Si vous ne créez pas de valeur, si vous n'êtes pas capable de voir vraiment l'impact de ce que vous êtes en train de faire, posez-vous la question, je suis en train de faire de la bullshit job ou pas? Je vous invite vraiment à vous poser cette question-là. Faites-vous cette introspection. Moi, à un moment donné, je me suis posé cette question-là et j'ai réalisé que je faisais de la bullshit job. Clairement. Je passais ma journée à faire compléter des formulaires, à faire des lettres de congédiement, de relations de travail. Je me suis dit, mais est-ce que c'est tout ça que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai-tu fait des milliers et des milliers de kilomètres? J'ai-tu quitté mon Sénégal natal pour faire ça? Non, la réponse était non. Ce n'est pas ça que j'avais envie de faire. Aujourd'hui, je contribue à créer des emplois. Plus de 30 emplois.
Et la moyenne salariale chez Érudit, c'est 80 000 $. Donc, je suis très, très, très fier de ça. Aujourd'hui, on permet à des jeunes étudiants en maîtrise, en post-doctorat et en doctorat, de graduer grâce à quoi? Grâce à des bourses qu'on leur donne. On a une quinzaine d'étudiants à HEC Montréal et à Polytechnique à qui on donne des bourses pour pouvoir graduer aujourd'hui. Donc, on est très fiers de ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je me lève tous les jours. Donc, c'est important de vous poser cette question-là. Quel impact que je dois avoir? Tous les jours, comme moi je me lève, je me pose cette question-là. Quel impact je dois avoir aujourd'hui sur moi-même d'abord, dans ma famille, je veux dire, et au sein du travail. Chaque jour que je me couche, je me pose la question, ai-je eu de l'impact aujourd'hui? Si oui, ben je vais me coucher, je vais être fier. Sinon, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas eu cet impact-là? Comment je fais demain pour me corriger? Donc, c'est important, comme pour gérer les ressources humaines, à mon avis, de penser à ces éléments-là. La notion d'impact, la notion de la transformation du travail, la notion de comment on collabore aujourd'hui. Parce que essentiellement, les RH, c'est ça qu'on doit accompagner. On doit accompagner sur toute cette mutation-là, je veux dire, du travail aujourd'hui. Le travail est en train d'opérer une grosse mutation. Et cette mutation-là, on a le choix de dire, on regarde ça, on subit ça, ou de dire, mais comment je vais accompagner cette mutation-là en créant, encore une fois, de l'impact. Donc, nous, chez Érudit, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est vraiment de dire comment on crée une collaboration entre l'humain et la machine. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour voir comment exactement la technologie peut clairement accompagner la gestion des ressources humaines. Un premier exemple, c'est les billets, quand je prends une décision. Quand je prends une décision, la notion de billet est très, 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 très importante. Mais pourquoi? Parce que, je donne l'exemple du recrutement. Parce que la personne, elle est noire, moi je ne suis pas noir, déjà il peut y avoir un biais. Et ça, le biais, il est légitime, on ne peut pas enlever le biais. Moi, présentement, comme Sénégalais, quand je retourne au Sénégal, j'ai des biais, clairement. Donc la notion de biais, l'humain est teinté de biais. Maintenant, comment on fait pour gérer ces biais-là de façon positive? Quand je vais en France où j'ai fait des études, mon regard sur la France est complètement différent aujourd'hui. J'ai mes biais également. Aujourd'hui, j'ai des biais en parlant avec vous. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait ces biais-là. Maintenant, c'est de dire comment ces biais-là, je vais les gérer pour avoir un impact positif. Alors, nous, ce qu'on a développé, c'est des algorithmes qui vont aider, par exemple, au niveau du recrutement. Donc, c'est une plateforme d'aide à la décision qui va permettre aux recruteurs d'avoir le meilleur matching possible en fonction du profil de poste qui est désigné et en fonction de l'expérience, du savoir-être et du savoir-faire du candidat. Donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de diminuer le maximum de biais. Donc, au niveau du genre, au niveau de la diversité, au niveau de l'équité, au niveau de la compétence et autres. Donc, c'est des plateformes qui sont très, très, très simples d'utilisation. Donc, l'utilisateur va se connecter sur sa base de données. Avec nos algorithmes, il va pouvoir, qu'est-ce qui lui prend, par exemple, des jours à faire, le tri des CV, par exemple, planifier les entrevues, contacter le candidat ou la candidate, il va le faire en quelques secondes. Là, on vient d'avoir un impact positif en diminuant le plus possible les biais, d'une part, et d'autre part, on vient d'aider le recruteur ou la recruteuse à prendre la meilleure décision possible en l'espace de quelques secondes, qui lui aurait pris des jours à gérer ce processus d'embauche-là. Donc ça, c'est un exemple d'application de comment l'intelligence artificielle peut aider à prendre les meilleures décisions possibles dans la gestion des ressources humaines. Autre exemple qui concerne énormément de PME. La majorité des PME, ils n'ont pas de ressources humaines. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur core business. Pourquoi? Parce qu'ils vont considérer ça comme un centre de coût. Donc, c'est souvent le comptable ou la comptable ou quelqu'un aux opérations qui va s'occuper de tout le volet ressources humaines, l'embauche, la paye, tout. Donc ça, je suis sûr que beaucoup d'entre vous vivent ça également. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a créé justement pour aider les gestionnaires, les propriétaires d'entreprises de PME, justement, à pallier à cette situation-là? C'est une plateforme d'aide à la décision, c'est un DRH virtuel, on l'appelle. Par exemple, j'ai un problème de relation de travail avec un employé, comment je gère ce problème-là? Donc, c'est un chatbot intelligent avec qui on interagit et on commence la discussion comme on aurait fait avec un consultant ou un avocat en relation de travail. Donc, le chatbot va comprendre
donc la discussion. Et puis, en fonction de la situation, on va pouvoir émettre une recommandation basée sur les meilleures pratiques. Donc, on vient d'aider le gestionnaire dans une petite entreprise à prendre la meilleure décision possible basée sur les meilleures pratiques en ressources humaines. Donc, ça, c'est un exemple où on vient démocratiser l'accès à la prise de décision de façon gagnante pour le gestionnaire qui n'a pas de département de ressources humaines. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir cet impact-là. Alors, un autre exemple d'application de l'intelligence artificielle dans le domaine des ressources humaines, c'est par exemple la santé-sécurité. On le sait, dans certains secteurs d'activité, la santé-sécurité occupe une place très importante. Moi, j'ai eu à gérer beaucoup de dossiers de santé-sécurité. Le dossier le plus coûteux que j'avais, il était de 400 000 $. Le chauffeur débarquait de son camion, s'est fait mal au dos, il avait 62 ans, il n'était plus capable de revenir au travail. Ce dossier-là avait coûté énormément cher. Alors, donc c'est un enjeu important, la santé-sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on a développé? Donc, c'est une plateforme où le gestionnaire peut prendre les meilleures décisions possibles dans la gestion de la santé-sécurité au travail. Un autre exemple, je ne peux pas, malheureusement pas donner le nom du client, c'est un client majeur dans l'industrie de la logistique ici au Canada, qui dans le passé avait deux enjeux. Le premier enjeu était sur la conciliation travail-famille pour ses employés, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire une planification, une cédule sur le long terme, c'était juste par semaine. Donc, d'une part. D'autre part, c'était au niveau financier, ils perdaient à peu près 600 000 $ par année dans la gestion de la cédule de ses employés parce que tu peux céduler un employé, l'activité ne se passe pas comme il faut, mais il faut quand même payer cet employé-là. Donc, nous, ce qu'on a développé avec ce client-là, c'est une plateforme qui va prédire combien d'employés qu'il va avoir besoin en fonction de l'arrivée des bateaux ou des trains ou bien des camions. Donc, on a réglé deux problèmes. Le problème, c'est la conciliation travail-famille avec ce client-là. Donc, ça permet aux employés de pouvoir avoir une vision au moins sur 3 semaines sur leur cédule. Donc, ils vont pouvoir à ce moment-là prévoir leurs activités familiales. On a réglé un autre problème, c'est un problème économique. On vient de sauver à ce client-là 600 000 $ par année. Donc, c'est ça ma vision des ressources humaines. C'est comment on peut allier la technologie pour créer davantage d'impact au niveau des employés, d'une part, et d'autre part, donc au niveau macro, c'est-à-dire au niveau donc économique. Donc, c'est cette vision-là qu'on a et qu'on déploie au niveau de plusieurs clients, aussi bien au niveau national qu'international. Donc, pour nous, on est très fiers donc, de pouvoir aider donc, les RH à élever leur niveau de jeu, de pouvoir aider les RH à vraiment être ailleurs, et puis de pouvoir combiner l'intelligence artificielle avec les différents outils et expertise RH pour prendre les meilleures décisions. Donc, c'est ça que j'avais à vous jaser. Pour moi, ces rencontres-là, qu'est-ce qui est le plus important? C'est les échanges, les questions que vous allez poser. Donc, je voulais juste, dans un premier temps, vous parler de l'importance d'avoir un impact, de l'importance d'entreprendre, de l'importance d'avoir un rêve et de pouvoir vivre ce rêve-là, mais également de pouvoir avoir cet impact-là au sein de notre communauté, parce que je pense que c'est ultimement ça qui va faire qu'on va élargir notre influence, notre impact donc au niveau économique et donc au niveau sociétal. Aujourd'hui, on parle beaucoup de diversité, inclusion, etc. Mais il faut arrêter d'en parler, il faut le faire. J'aime beaucoup le logo de Nike qui dit « Just do it ». Alors, arrêtons d'en parler, faisons-le, et puis faisons-le à notre échelle et essayons d'impacter le plus possible pour que ça puisse se faire. L'autre élément que je voulais vous parler, c'était la grande démission. On en a parlé. Je pense que c'est important de se poser cette question-là. Pourquoi nos gens quittent le travail au-delà du salaire? Pourquoi nos gens aujourd'hui vont voir ailleurs à cause des points que je vous ai parlé tout à l'heure? Je vous ai également parlé de l'importance de combiner l'expertise RH aux différents outils de l'intelligence artificielle pour prendre les meilleures décisions, qu'on ait un département de ressources humaines ou pas. Donc, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci. Oui, absolument. Alors, j'ai 1001 questions. Test. OK. Alors, je vais continuer avec ce que tu viens juste de dire, comme les gens qui restent plus au travail à la même place pendant des années. Moi, mon père, il a travaillé pour la même compagnie pendant 35 ans.
Pratt & Whitney. Et puis aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup ça chez les jeunes. On change souvent. Est-ce que tu penses que c'est OK ou correct, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire, de vraiment quitter un travail pour trouver un meilleur salaire et aussi une meilleure opportunité? Est-ce que c'est ça qu'on devrait faire? Écoute, je vais te répondre par une citation de Socrate. Oui. Alors, Socrate, il y a plus de 4000 ans, disait « Les jeunes aiment l'argent et sont fainéants ». Il y a 4000 ans, plus de 4000 ans. Aujourd'hui, on entend le même discours, je veux dire. Money, 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 money! Et ça, c'est Socrate qui le disait. Moi, je n'ai rien inventé, c'est Socrate qui le disait. Donc aujourd'hui, on se ramasse avec les mêmes problématiques qu'on a parlé. Je veux dire, moi, je me rappelle quand je sortais de l'université, jeune étudiant, ambitieux, je veux dire, avec les dents longues, etc. J'entendais le même discours de mes patrons. Et les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes impatients, vous êtes ci, vous êtes ça, etc. Donc le discours, il n'a pas changé. La vérité, c'est que le discours n'a pas changé. Le contexte a changé, évidemment. Moi, je pense que quand on est jeune, OK, il faut laisser les gens voyager. Je veux dire, et voyager, ce n'est pas juste prendre l'avion et aller découvrir une ville, c'est aussi découvrir, je veux dire, aller chercher de l'expérience à travers différents emplois. Il faut accepter de laisser les gens, je veux dire, explorer d'autres possibilités et améliorer leur sort également. Je veux dire. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, le travail, c'est une expérience. Comme l'immigration, c'est une expérience. Comme l'entrepreneuriat, c'est une expérience. La vie, c'est une expérience. Okay? Donc, il faut accepter que cette expérience-là puisse se vivre. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Tous ces jeunes-là dont on parle, quand ils vont être beaucoup plus installés dans la vie, une blonde, un chum, une chum, etc., qui vont avoir des enfants, vous allez voir, les priorités vont changer. Les priorités vont clairement changer. Et ces mêmes jeunes-là vont avoir le même discours qu'on est en train d'avoir sur les jeunes qui vont venir de l'autre génération. Donc là, je veux dire, moi, ce n'est pas quelque chose qui me pose un problème. J'ai même, je veux dire, recommandé quelquefois à des gens de partir. Okay. Clairement. J'ai recommandé à des gens de partir clairement parce qu'ils arrivaient à un moment donné que l'entreprise n'était plus capable de leur offrir quelque chose. C'est ça. OK? Mais à ce moment-là, il faut laisser la personne partir. Qu'est-ce qui est important, c'est de toujours bien traiter la personne pour que la personne, quand elle va avoir envie de revenir, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, je veux dire, le phénomène du retour. Ça, c'est important également. Je veux dire, c'est un nouveau phénomène qui s'observe de plus en plus, où les gens, après 5 ans, 6 ans, souhaitent revenir à leur ancienne entreprise. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'on leur a offert une belle expérience. Donc, Ouais. c'est important, ça. Fait que moi, ce n'est pas quelque chose qui me pose un problème. Je veux dire, dans la mesure où ça se fait dans le respect, dans la mesure où l'entreprise a fourni tous les moyens nécessaires pour créer une belle expérience, qui va faire que demain matin, le premier recruteur ou la première recruteur, je veux dire, de cette entreprise-là va être son ancien employé, qui va dire à ses amis, allez voir Érudit, allez voir cette entreprise-là. J'y ai travaillé, expérience extraordinaire. Nous, par exemple, chez nous, tous les employés, sans exception, y compris moi, on a tous des plans de développement professionnel. Tout le monde, sans exception. Mais on le sait que quand l'employé arrive dans l'entreprise, sa valeur va décupler quand il va partir de l'entreprise. Et puis c'est correct. C'est correct. L'essentiel pour moi, c'est vraiment de créer une expérience extraordinaire qui va faire que l'employé va être heureux pendant le temps qu'il va être dans l'entreprise. Je sais que c'est un discours qui est extrêmement anticonformiste, je le sais, mais nous, on croit beaucoup à ça. OK. Je vous invite à demander des questions. Moi, je vais continuer en même temps. Oui? Et comme, please, me! Moi, s'il vous plaît! Me, pick me. Descends juste un peu ton micro comme ça. Oui. Ouais. Mais merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment intéressant. Surtout l'aspect de l'intelligence artificielle. Cependant, j'aimerais savoir ta vision en tant que professionnel en ressources humaines. Moi, tout ce que je vois, c'est que je perds ma job. Right? Fait que je voulais voir, admettons, ta vision de l'avenir de la profession de conseiller en ressources humaines, de professionnel en ressources humaines dans un contexte d'intelligence artificielle. Écoute, c'est une excellente question. C'est une question qu'on me pose assez souvent. Je raconte une petite anecdote. J'ai été à Sherbrooke il y a 2 ans à une rencontre où il y avait beaucoup de vice-présidents et des directeurs de ressources humaines. OK, fait que je commence à expliquer un peu. Ils m'avaient invité pour présenter un peu nos solutions. Donc, quand j'ai fini de présenter nos solutions, il y a 2 personnes qui ont levé la main pour dire la même chose. OK, Pape, de ce qu'on comprend, tu es en train de supprimer la fonction RH. C'est ça que tu es en train de faire. Ma réponse a été, la fonction RH ne sera que qu'est-ce que vous en ferez. Aussi simple que ça, ce n'est pas compliqué.
Ok, la voiture autonome ne supprime pas le conducteur. Absolument pas. Moi, je rêve d'avoir une voiture où je vais être dans ma voiture, en train de travailler, de faire d'autres choses, de lire un journal, de chiller dans la voiture ou de faire autre chose. C'est-à-dire, parce que pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est de me rendre à destination. Et pourtant, je suis dans la voiture. Je veux dire, je ne débarque pas de la voiture. Donc, pour moi, la fonction RH a un futur extraordinaire. Et je vais te donner 2 raisons. La première raison, j'en ai parlé, je veux dire, c'est la grande démission. Les RH ont un rôle extraordinaire à jouer là-dedans. Extraordinaire. Comment j'aide les gens à trouver du sens à leur travail? Comment j'aide les gens à être heureux dans leur travail? Comment je fais pour créer de la valeur pour l'employé, mais également pour l'entreprise? Donc, première raison. La deuxième raison, on l'a vécu. L'humain, on n'a jamais autant parlé de l'être humain depuis ces 2 dernières années. À cause de quoi? De la COVID. OK? Je te mets au défi, le mot humain n'a jamais été autant utilisé. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, moi je suis quelqu'un qui est féru d'histoire, mon père il est professeur d'histoire, donc j'ai baigné dans les trucs d'histoire très, très, très tôt. Okay? Je suis venu au Québec en étant au Sénégal, okay? À travers des livres d'histoire, de géographie, etc. J'ai voyagé beaucoup, beaucoup, comme je dis souvent. Jamais dans l'histoire de l'humanité, okay, l'humain n'a été aussi important. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité on a dit, on arrête tout, on ferme tout, on se contente sur l'humain. Je vous mets au défi, regardez, partout dans l'histoire de l'humanité, vous n'en trouverez pas. C'est des guerres, soit c'est des guerres économiques ou d'autres formes de guerre, où l'humain est tout le temps relégué au second plan. L'humain est tout le temps relégué au second plan. Donc on a dit, en 2020, que maintenant c'est l'humain. Et ça s'est reproduit partout dans les sphères économiques, sociales, etc. Donc les RH, parce que dans les ressources humaines, tu as le mot humain. Donc on a un rôle extraordinaire à jouer aujourd'hui si on en fait quelque chose. Si on fait de l'intelligence artificielle, des outils technologiques, des alliés. Moi, je donne l'exemple d'un client qu'on a dans une grande ville au Québec. Mais ce client-là a fait une grande transformation numérique avec nos outils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une dizaine de postes qu'il a supprimés et ces gens-là, il ne les a pas mis dehors. Il a élevé leur niveau de jeu. Il les a amenés ailleurs dans l'entreprise. OK? Donc, pour moi, l'intelligence artificielle est un allié. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de la fonction RH augmentée, d'un recrutement augmenté. Comment je fais pour prendre les meilleures décisions? Comment je fais aujourd'hui pour pouvoir parler à l'ensemble de mes employés, de mes 10 000, 2, 3 employés, etc. Grâce à quoi? Grâce à la technologie. Nous, on a développé un outil d'évaluation de la performance qui permet d'évaluer les gens 1 fois par mois. 1 fois par mois, on donne du feedback aux employés sur leur performance. Pourquoi? Parce qu'on veut les aider à chaque mois à atteindre leur plein potentiel. On veut les aider à se développer tous les mois. Donc, ma réponse est non. L'intelligence artificielle est vraiment un outil extraordinaire qui va propulser les ressources humaines pour leur permettre enfin de se concentrer sur ce qui a fait qu'on les a créés, l'humain. Je veux dire, de tasser toute la paperasse, tous les tableaux Excel, tous les trucs, les classeurs physiques, on met plein de documents qu'on verrouille. Moi, à l'époque, j'avais un employé, quand il imprimait un document, il courait pour aller prendre le document à la photocopieuse pour des trucs de confidentialité, etc., etc. Mais cette période-là est révolue, c'est fini, ça. Ça, c'est le passé. Je veux dire. Donc, on a enfin la possibilité de nous concentrer sur ce sur quoi on a créé cette fonction-là, c'est-à-dire l'humain, l'employé et créer de la valeur. Donc non, l'intelligence artificielle, la technologie, sont des alliés extraordinaires et ils ne seront que ce que nous en ferons. J'adore la réponse. Je vais te demander, c'est-tu parce que tu avais un peu de stress au niveau des ressources humaines, le futur des ressources humaines? Est-ce que c'est ça? Non, c'était pas des craintes parce que la fonction est amenée à changer, effectivement. Oui. Là. Puis ça fait longtemps qu'on discute de ça, qu'il faut qu'on prenne un virage. Cependant, c'était de dire, OK, mais ça va où? Oui. C'était cette réponse-là que je voulais avoir. Parfait. Puis ça Bon, ça super. porte à réflexion. Merci. Oui. Bonjour, merci encore pour votre présentation. Moi aussi, mon background est en ressources humaines. Mais maintenant que je suis employeur, donc je suis propriétaire de Royalty Natural,
Je veux voir quel est le plan de développement de carrière que je dois mettre en place pour mes employés, sachant que je dois mettre sur pied une aventure pour eux. Donc, est-ce que je fais un plan de carrière de 1 an? Est-ce que je m'adapte à chaque personne? Parce qu'habituellement, on ferait sur 3 ans, 5 ans, etc. Donc, quel est le nouveau plan de carrière qu'on peut faire de développement de l'humain en entreprise, sachant qu'on doit créer une aventure pour lui et sachant qu'il va partir peut-être dans 1 an, dans 3 mois, mais que je m'enlève ce stress de « Oh non, je veux absolument qu'il reste pendant 1 an, 3 ans », mais avoir un plan qui va aider l'entreprise à avancer et que je vais développer cet être humain aussi. Merci. Écoute, c'est une très bonne question. Je vais te répondre sur plusieurs angles. Le premier angle, et puis ne prends-le pas personnel, tu n'as pas à mettre un plan. Le plan, vous le mettez ensemble. Première chose. Donc ça, c'est super important. Nous, par exemple, chez Érudit, on ne met pas de plan pour les gens. On co-construit le plan. Et puis, je vais te donner un exemple. Nous, on est en pleine croissance. On s'est posé une question. Comment on fait? Parce que quand tu es en pleine croissance comme start-up, comme ça, tu as un enjeu de culture et tu as un enjeu de valeur. Et ça, c'est le socle d'une entreprise. Si tu passes à côté de ta culture et de tes valeurs, you're down. Tu perds complètement. Donc, qu'est-ce qu'on a développé? Donc, c'est une outil d'évaluation de la performance qui dit, dans le fond, comment on fait pour faire vivre nos valeurs? Comment on fait pour faire vivre la culture de l'entreprise? Par exemple, dans nos valeurs, il y a le mot innovation. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti voir les data scientists, on est parti voir les gens au niveau de développement, on est parti voir chaque département. On leur a posé la question, innovation pour vous, ça veut dire quoi? OK? C'est une valeur de l'entreprise. Mais innovation, pour quelqu'un qui est data scientist, bien, ça veut dire autre chose. Pour quelqu'un qui fait du développement de logiciel, ça veut dire autre chose. Pour quelqu'un au marketing, ça veut dire autre chose. Donc, chaque département a pris le mot innovation, OK, et l'a traduit en fonction de sa job, en fonction de sa réalité, et a fixé des indicateurs de performance. On a pris le mot excellence. Donc, chauffeur de camion, par exemple, si tu dis le mot excellence, ça veut dire quoi? C'est arriver à l'heure, ne pas me blesser au travail, que mon client soit heureux. Mais ça comment ça s'appelle? Ça se mesure, ça. Arriver à l'heure, ça se mesure. On est d'accord? Ouais. Je veux dire, ne pas se blesser, tu te blesses pas. OK? Que ton client soit content ou pas, ça se mesure également. Donc, tu prends juste le mot excellence, cette valeur-là, tu viens de l'opérationnaliser. Donc, tu es capable de faire vivre, OK, cette valeur auprès de tes gens. Donc, une fois que tu as fait ça, tu as mis en place tes indicateurs de performance. J'ai donné l'exemple d'un chauffeur de camion, je peux donner d'autres exemples. Par exemple, moi, à l'époque où j'étais DRH, dans nos valeurs, à l'époque, il y avait aussi le mot excellence. Donc, on avait, l'Auto-Québec était un de nos clients. Mais quand on est arrivé le mot excellence pour nos employés qui travaillaient chez l'Auto-Québec, tu sais, c'était quoi? Le sourire. C'était quoi? Il qualifiait excellent. Moi, je suis excellent dans mon travail. Je suis tout le temps souriant et que le client, je lui transmets ce sourire-là. C'est ça l'excellence pour ce groupe-là d'employés qui travaillent chez l'Auto-Québec. OK? Donc, tu es capable, comme chef d'entreprise, de prendre des éléments, ça peut ne pas forcément être tes valeurs, ça peut être autre chose, de les opérationnaliser, de mettre en place ces indicateurs de performance. Une fois que tu as fait ça, tu es capable, à ce moment-là, de donner du feedback régulier à tes gens. Donc, ça, c'est la première chose pour aider à développer tes gens. Donc il y a une co-construction qui se fait pour ces éléments-là. L'autre chose, nous, les formations que nos gens prennent, c'est eux qui les choisissent eux-mêmes. Okay? Donc, nous, on a une université virtuelle où les gens viennent se former en fonction des thèmes qui les intéressent. Mais nous, on est capable, par contre, de tracker, de savoir si la personne s'est connectée, s'est formée ou pas, etc., etc. Et puis, une fois qu'il a pris ces formations-là, il prend des engagements en disant, bon, moi, les formations que je prends l'engagement d'en appliquer 2 ou 3. Pas 5, pas 6, pas 7, pas 10, 2 ou 3. OK? Et puis, l'autre chose qu'on fait aussi avec nos gens, on s'assoit, on nous dit, ben, c'est quoi ton rêve dans les 2 prochaines années? Parce que la vérité, c'est qu'en général, tu gardes tes gens actuellement à 2 ans. 2 ans, 3 ans, c'est le maximum, en tout cas dans notre industrie à nous. Donc, on leur pose ces questions-là. C'est quoi ton rêve? Tu veux accomplir quoi dans les 2 prochaines années? Et comment nous, comme employeurs, on peut t'aider à faire ça? Donc, une fois que tu as fait tes valeurs, ta culture, une fois que tu as fait de la formation, tu vas sur le rêve. Une fois que tu as mis, nous on l'appelle le triangle de développement. Donc, une fois que tu es allé sur ce triangle de développement-là, qu'est-ce que tu fais après?
on a un logiciel, dans le fond, qui te permet, une fois par mois, non seulement de noter ton employé sur ces 3 éléments-là, OK, mais aussi de lui donner du feedback. Donc, notre intelligence artificielle, qu'est-ce que ça fait? Par exemple, si on dit que Pape a des problèmes de communication, il y a eu des problèmes de communication ce mois-ci. Et puis, on sait que sur ces objectifs, il y avait un problème de communication. Mais l'algorithme va recommander à Pape des formations sur la communication ou un coach interne ou externe sur la communication. Donc, on n'attend pas 6 mois ou la fin de l'année de l'évaluation, parce que la majorité des entreprises, la vérité, c'est qu'ils font 1 à 2 évaluations. Si moi, je dois t'évaluer 1 fois par an ou 2 fois par an, l'humain, c'est l'humain. On va passer du bon moment là. Mais si je t'évalue la semaine prochaine, c'est sûr que tu vas avoir une bonne évaluation, parce que mon cerveau va être focusé sur le bon moment qu'on a passé ensemble. Si le moment a été moins bon, les chances que ton évaluation se passe bien sont moindres, parce que le cerveau humain va focuser là-dessus. Alors que si c'est une évaluation récurrente par mois ou aux 3 mois, il n'y a pas de place à la discussion. Quand on arrive à l'évaluation finale, on sort les données et puis on voit ta courbe, je veux dire, de performance qui se profile. Et ça, c'est l'intelligence artificielle qui te permet tout simplement de pouvoir mesurer ça, de donner du feedback continu. Et l'employé aussi va te donner du feedback en disant, moi, ce mois-ci, voici comment je me suis senti vis-à-vis de l'organisation. Okay? Fait que l'algorithme va prendre toutes ces données-là, okay, va pouvoir les corréler et va pouvoir prédire le taux de départ dans l'entreprise, va pouvoir prédire le niveau de satisfaction et va pouvoir faire des recommandations aux gestionnaires, à la haute direction. Moi, par exemple, l'application, quand je l'ouvre, je n'ai pas besoin de parler à tous mes gestionnaires. Je sais le climat qui se passe en général dans mon entreprise. Je suis capable de le mesurer. Donc, je sais que ça fait une réponse longue, mais c'était important pour moi de te donner ces outils-là. Donc, tu as le triangle de développement, culture, valeur, OK, formation, rêve. Tu prends ça avec des indicateurs de performance et puis tu as l'application, tu as l'intelligence artificielle qui donne des recommandations pour permettre à chaque personne. N'oublie pas, les RH, le gestionnaire, c'est comment j'identifie un talent, comment je l'embauche, comment je l'aide à atteindre son plein potentiel, comment je crée de la valeur pour l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation. C'est vraiment super intéressant. Vous avez parlé tout à l'heure de comment l'impact est important, mais comment on mesure l'impact? Parce qu'on sait, on en parle de plus en plus, les entreprises disent on veut évaluer l'impact, puis on sait qu'il y a des bailleurs de fonds aussi, puis même des investisseurs qui veulent voir comment les entreprises ont de l'impact, mais souvent, on ne parle pas des outils, on ne parle pas des indicatifs qui permettent de mesurer l'impact. Merci. J'aime beaucoup ta question. Moi, j'aime beaucoup donner des exemples. Donc, c'est ça qui permet de mieux comprendre. Okay? Nous, on s'est posé cette année, on a fait notre assemblée générale, et puis nos gens nous ont posé deux questions. Quel impact social vous allez avoir et quel impact environnemental vous allez avoir comme start-up? Okay? Ce qu'on a fait, on a mis des groupes de discussion, on a jasé ensemble. Okay? Il y a une conclusion qui est arrivée, une recommandation. Mesurable à 100%. Okay? On passe à la semaine de 4 jours. OK? Ça commence quand? Ça commence... on est en train de faire le projet pilote, là. Ça commence dans les prochaines semaines, cet été. OK? On passe à la... Et pourtant, on est juste 30 employés, là. Je veux dire, on est une start-up, on est en croissance. On aurait pu dire, non, je veux dire, money. Je veux dire, nous, on ne croit pas à ce modèle de croissance-là. Je veux dire, on pense qu'on peut générer de la valeur, je veux dire, en ayant de l'impact. Alors, ça, c'est un élément qui est parfaitement mesurable. Et l'impact, il est où? Il est au niveau, je veux dire, sociétal pour tout simplement nos employés, clairement. Donc, ils vont pouvoir tout simplement passer plus de temps avec leur famille. Ils vont pouvoir aussi consommer plus, je veux dire, dépenser plus d'argent, évidemment, donc dans les commerces, etc. Donc, il y a un impact économique, il y a un impact familial pour eux, mais aussi, nous, ça nous permet de réduire notre empreinte carbone également. Parce que nous, on est en forme hybride, mais les jours où les gens ne sont pas là, nos serveurs vont rouler moins vite,
moins intensément, l'électricité, le chauffage, etc., etc. Donc, tu parles d'impact, ça en est un. L'autre impact très mesurable pour nous, c'est comment on fait pour contribuer à l'éducation. OK, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On donne chaque année des bourses à des étudiants qui sont en maîtrise, en doctorat et en postdoctorat. Un impact mesurable, 100%. Donc, pour moi, chaque entreprise est différente. Hein. Il faut d'abord se poser la question, quel impact je veux avoir? Il y en a qui vont dire que ben, moi, je vais avoir un impact économique. Certains vont dire que moi, je vais avoir un impact environnemental. D'autres vont avoir, je vais avoir un impact sociétal. Tout dépend. Donc, une fois que tu t'es posé ces questions-là, c'est comme un rêve, hein, ce que je dis souvent. C'est que quand je rêve que je vais être un entrepreneur, par exemple, OK, c'est un rêve, à l'étape du rêve. Après, je me pose la question, ben, c'est quoi les étapes que je dois mettre en œuvre pour atteindre ce rêve-là? Okay. Moi, je te donnais mon exemple. Moi, dès l'âge de 8 ans, je voulais être un entrepreneur. Dès l'âge de 8 ans, parce que mon père, il est entrepreneur à côté, il fait des affaires, etc., etc. Le jour où, à l'âge de 8 ans, il a pris une somme d'argent, il m'a dit, Pape, le budget du pain, c'est maintenant toi qui l'as, c'est toi qui le gères, tu es responsable du budget du pain. Mais c'est ce jour-là que j'ai appris à gérer. J'avais 8 ans. Donc, ça a commencé à trotter dans ma tête. C'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. C'était ça mon rêve. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien, chaque étape de ma vie que je posais devait m'amener à ce rêve-là. Quand je suis arrivé à Montréal, c'est une des raisons pour lesquelles je suis arrivé à Montréal. En France, j'étais très bien, j'avais un poste de cadre, j'étais très bien payé, etc. Mais je le savais que mon rêve allait prendre plus de temps à se réaliser, du fait de la réalité française. En tout cas, je vous passerai. Je veux dire, ça n'enlève en rien les bons côtés de la France, évidemment. Okay? Quand je suis arrivé ici, ben, je me suis inscrit à HEC. Je veux dire, pour aller prendre encore des cours en business, élargir mon réseau, etc. Donc, chaque pas que je fais doit m'amener à atteindre mon rêve. Donc, ça qu'on appelle des objectifs. Une fois que je sais qu'est-ce que je veux, donc tu te poses la question, c'est quoi l'impact que je vais avoir? Et c'est quoi les objectifs que je vais me définir? Et comment je vais mesurer ces objectifs-là pour les réaliser? Donc, c'est comme ça que tu vas pouvoir mesurer ton impact. Donc, pour moi, c'est chaque entreprise est capable, OK, de mesurer cet impact-là. Et puis l'impact, à nouveau, il n'est pas je vais changer le monde, je vais renverser le cours de l'histoire. Ce n'est pas vrai, ça. Je veux dire, moi, à tous les mois, j'ai 2 personnes que j'aide quelque part. C'est des gens qui sont très brillants, c'est des jeunes, et je veux les aider à aller jusqu'à l'université et puis à réaliser leur rêve. C'est un impact que je suis en train d'avoir. Donc, l'impact, à nouveau, n'oubliez pas, c'est les petites graines de sable qui font les belles plages. Donc, ne prends pas impact comme un gros truc que je dois mettre en place. Chaque impact est important. Si tu les prends, tu les additionnes, tu vas dire « Waouh, j'étais capable de faire tout ça » et tu vas être fier de toi. Voilà. Merci. Alors, juste une petite question ici. En plus de ressources humaines, dans quel autre département ou processus une petite entreprise pourrait tirer profit de l'intelligence artificielle? Dans ces processus de gestion de la clientèle, par exemple, service client, clairement, ça, c'est un no-brainer. Comment je fais pour faire en sorte que, je veux dire, le client puisse avoir accès à moi rapidement, très, très rapidement, et pouvoir répondre, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, la base de l'intelligence artificielle, c'est de l'arbre logique. Okay? Par exemple, un client qui souhaite, par exemple, découvrir mes produits. Comment je fais pour créer une expérience avant que le client se rende directement à moi? Bien, comment je mets en place quelque chose, ça peut être une plateforme, ça peut être un chatbot, ça peut être n'importe quoi, qui va pouvoir directement interagir avec cette technologie-là pour découvrir, je veux dire, les produits que j'offre, pour découvrir mon pricing, pour découvrir d'autres choses, d'une part. Et ça te permet d'accumuler des données. Et ces données-là vont te permettre, bien, tout simplement, bien, de savoir qu'est-ce que les clients aiment plus. C'est pas pour rien que, je veux dire, YouTube marche très bien, parce qu'ils vont te pousser, tout simplement, de l'information qu'ils savent que tu vas aimer. Netflix également, et d'autres. Donc, quelle que soit la taille, et puis ne pensez pas que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est vraiment tellement gros qu'en tant que petite entreprise, vous n'êtes pas capable d'y avoir accès. C'est pas vrai. Ça c'est un vieux mythe qui n'est tout simplement pas vrai. Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous êtes capable d'aller chercher des outils. J'aime vraiment ta question. Donc, même une petite entreprise
peut se permettre d'utiliser l'intelligence artificielle. Absolument, absolument. D'autant plus que le momentum est bon. Il y a une très belle fenêtre qui s'ouvre en ce moment au Canada, au Québec en particulier. Il y a énormément de subventions qui sont disponibles. Moi, je regarde mes clients. 100% de nos clients sont allés chercher 50% des coûts de leur projet. Parce qu'on réalise que, justement, je veux dire, j'aime beaucoup ta question parce que beaucoup de gens se posent la question, moi, je suis une petite entreprise, ce n'est pas fait pour moi. Je veux dire, alors que c'est le contraire, justement. En étant une petite entreprise, ça te permet d'aller plus rapidement, ça te permet de scaler plus rapidement et d'explorer l'immense champ des possibles qu'offre la technologie. Et des subventions sont disponibles pour vous accompagner, pour vous aider à réaliser ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, allez-y. Bonjour. J'aurais une question qui va vous sembler peut-être banale, mais je serais curieux de savoir votre vision par rapport au retard des employés. Comment gérer ça? Comment vous les gérez? Le retard des employeurs ou des Retard. Le retard des employés. Like when employees are late? Ah oui, quand ils arrivent en retard. OK. D'abord, Fire them! D'abord, une question n'est jamais banale. C'est la réponse qu'il est. J'espère que la mienne ne sera pas banale. Alors, je vais juste m'assurer que je ne dis pas de niaiserie. OK? Parce qu'un employé qui est en retard, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'il est en retard. Premièrement, je vous renvoie au premier point que j'ai amené tout à l'heure, la grande démission. Why? C'est-à-dire, parce que quelqu'un peut se dire, mais il ne trouve plus de sens à son travail. C'est difficile, ça, de se lever tous les matins, OK, sur du long terme. Parce que sur du court terme, tu peux tricher, tu peux faire des trucs, etc. Mais sur du long terme, là, c'est difficile de se lever tous les matins, OK, et tu n'as pas de sens à ton travail. Et ça, crois-moi ou pas, on parle beaucoup d'absentéisme. Ce que tu parles, c'est l'absentéisme. Il y a une nouvelle notion qui s'appelle le présentéisme, où les gens sont à la job, mais ils sont juste là, devant leur computer, juste pour être payés puis repartir. Ils ne sont pas productifs. OK? Donc, un employé qui est souvent en retard, il faut se poser la question. OK? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cet employé-là? Est-ce que le travail a du sens pour cette personne-là? OK? Est-ce que la personne aime toujours sa job? Et ce que je dis souvent, et puis moi je dis à mes enfants, quand ils se chicanent, l'autre va dire « Oh, mais c'est la faute en tel, en tel. » Je dis « OK, les gars, parce que moi j'ai 2 garçons, quand vous mettez devant un miroir, vous voyez qui en premier? Vous voyez vous-même. Vous allez voir des cerveaux à côté sur le mur. Vous allez voir plein de choses, plein d'objets autour. Mais vous voyez vous en premier. Donc, quand quelque chose arrive comme employeur, posez-vous la question, qu'est-ce qui vient de moi? Qu'est-ce qui fait que cet employé-là est en retard? Mais il y a aussi une conversation à avoir parce que si un employé est en retard, une fois, no big deal, peut-être 2 fois dans l'année, 3, 4 fois, mais si tu es toujours en retard, c'est aussi un manque de respect. Donc, il faut demander vraiment qu'est-ce qui se passe, puis est-ce que la personne vraiment, peut-être qu'elle n'a pas de respect pour la compagnie donc laquelle elle travaille. You know what I mean? En fait, c'est même si la personne aime son travail, donc elle est motivée. Une fois qu'elle est sur place, elle est motivée, productive. C'est ça. Mais arrive toujours en retard. Ben, alors, je veux dire les choses autrement. OK? Parce que je suis sûre que cet employé-là, quand elle part en voyage, elle n'est pas en retard. Mais oublie pas, moi je suis quelqu'un qui est très anticonformiste. Oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Le travail est mort. C'est la fin du travail. Arrêtez arriver en retard. Le travail est mort. Si la personne a du talent, qui aime sa job, qui est tout le temps en retard, ben c'est peut-être que les heures ne sont pas faites pour lui, ces heures-là. Posez-vous ces questions-là. C'est-à-dire, ce serait dommage, je veux dire, de se départir de cet employé-là. Tu parles d'avoir un environnement où tu demandes à tes employés les heures de travail qu'ils veulent travailler? Oui. Wow. Pourquoi pas? That would be great. Absolument. Yes. Yes. Absolument. Écoute, j'étais à Québec toute la semaine. Je suis revenue jeudi. Et puis, j'ai fait une conférence pour la compagnie Lightspeed. Lightspeed, ouais, c'est une grosse compagnie, oui. technologie, etc. Eux, pour certains départements, vacances illimitées. Puis là, je n'ai pas compris au début. J'ai dit, puis le CEO,
était sur scène puis il parlait de ça. Oui, I have employees that have unlimited vacation. But those employees, ils prennent pas tout des mois et des mois de vacances. La plupart prennent peut-être 4 semaines, peut-être 5. Peut-être, qu'ils disaient. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec nos employés quand on leur donne freedom, puis tu leur dis, tu arrives quand tu arrives, as long as your work is done. Voilà. Moi, je crois beaucoup à ça. Ouais. Moi, je crois beaucoup à ça. Nous, dans l'entreprise, on ne contrôle pas nos employés pour savoir. Du moment où moi, comme CEO, je ne veux pas qu'on me contrôle pour savoir à quelle heure je commence. Moi, des fois, je suis en meeting, mais je suis chez Avril Santé en train de faire mes courses, mon épicerie. Et pourtant, je suis en meeting, là. Je veux dire, et ce n'est pas un problème. Parfois, je suis en train de jardiner, je suis en meeting. OK? Et ça ne m'empêche pas d'être productif ou quoi que ce soit. Donc, à nouveau, le travail est mort. C'est fini. Le travail... Non, mais le jour où, comme entrepreneur, on va le croire et on va faire beaucoup plus de choses avec nos employés. J'aime beaucoup, je veux dire, cette idée-là de dire vacances illimitées. Ça ne veut pas dire que les gens vont abuser de ces vacances-là. C'est le contraire. C'est le contraire. Nous, on va mettre la semaine de 4 jours en place. Et je disais à ma personne au RH, je lui disais, je suis sûr qu'il y en a que je connais déjà. Ils vont continuer à faire 60 heures par semaine. Ouais. Même à 4 jours semaine. Ouais. OK? Moi, je le sais qu'il y a certains de nos employés qui travaillent le dimanche. On a beau leur dire non, 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 mais parce que, à nouveau, le travail est mort. Les gens, ils vont y aller en fonction de, je veux dire, comment ils se sentent et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Donc, quelqu'un qui vient en retard, pose-toi la question, OK, qu'est-ce qui vient de toi? C'est peut-être tes outils, justement, tes processus de travail. Peut-être que cette personne-là, peut-être que les heures de travail, moi quand j'étais à Paris, je commençais à travailler à 11 heures. C'est le deal que j'avais trouvé avec mon patron. À 11 heures, le matin, je commençais à travailler. Mon premier boulot, là, c'était ça. Je commençais à travailler à La Défense, dans le quartier d'affaires, à 11 heures. J'étais le dernier à quitter l'entreprise. Et je peux dire que j'étais très productif. Donc, pour moi, c'est des choses qu'il faut regarder. Merci. Oui, dernière question. Tu peux te lever au micro, s'il te plaît. Merci, c'est gentil. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je m'appelle Lola, je suis maman de 2 garçons. Puis je sais que qu'est-ce qui fait peur toujours aux entreprises, c'est les jeunes parents, les jeunes mères qui veulent avoir des enfants, bien qui veulent avoir des enfants. Est-ce que vous avez des programmes pour le retour des mamans une fois qu'elles aient décidé de commencer une famille? Bonne question. Normalement, une entreprise qui se respecte, doit avoir ce qu'on appelle un programme de retour au travail. Et ça, c'est même obligatoire pour les entreprises, normalement. Une entreprise ne peut en aucun cas, et ne doit en aucun cas, tout à l'heure je parlais de billets, ne peut et ne doit en aucun cas, impacter négativement, une femme qui a un projet d'avoir des enfants. C'est le contraire. Il y a ce qu'on appelle le programme de la CNSST qui s'appelle le retrait préventif, qui permet, à la personne de continuer à travailler, mais qui est mis sur un poste qui ne présente pas de risque, jusqu'à ce que le médecin décide de retirer la personne complètement. Et au retour, après la grossesse, le congé maternité, etc., l'entreprise doit mettre en place un système d'accompagnement pour s'assurer que l'employé soit bien formé parce qu'il a raté des affaires, etc., pour assurer un prompt retour au travail qui se fait, de façon à assurer le succès de cette entreprise-là dans son retour au travail. Et ce que je dis là, c'est valable aussi que pour quelqu'un, par exemple, qui a eu un accident de travail, qui reste 3 mois, 4 mois, 1 an sans retourner au travail. Normalement, il y a un programme d'accompagnement pour assurer un retour au travail qui soit bien vécu par l'employé. Tout est à nouveau une question d'expérience, donc pour cet employé. Donc, normalement, chaque entreprise doit avoir un programme de retour après une maternité. Et je veux juste ajouter à ça. Est-ce que tu demandes parce que des fois, tu as déjà vu des affaires qui sont un petit peu... Oui, définitivement, parce que j'ai déjà travaillé quelque part. Il y avait de superbes conditions pour
le retrait préventif, la Ouais. grossesse et tout ça, mais Ouais. une fois le retour était fait, c'était les mêmes horaires de soir, de fin de semaine, mais oui, il faut quand même faire 40 heures. Donc, c'est toujours le retour qui était difficile. Donc, comme vous parlez un petit peu au début, les priorités changeaient pour ces femmes-là. Je veux passer plus de temps à la maison avec les enfants, ainsi de suite. Mais il n'y avait pas vraiment de manœuvre et de modification des horaires. Puis moi aussi, j'ai déjà vu ça, surtout dans mon domaine. Moi, je suis dans le média. Et puis, avoir des enfants, une chance que moi, j'ai eu mes enfants avant que j'ai commencé à travailler à la télévision, mais c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Une femme enceinte in the media, watch out. Puis ils vont pas dire, ah, OK, you're fired. Ils vont juste dire, ben là, on a remplacé, on a fait un petit changement. Là, maintenant, on veut que tu fasses quelque chose de différent. Puis c'est toujours comme ça pour la femme. Même des fois, j'ai déjà vu, puis je ne vais pas dire pour quelle compagnie, mais une grosse compagnie publique ici au Canada qui a demandé à un employé, une femme, est-ce que vous pensez avoir des enfants? Une question qu'on ne demande pas aux hommes. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faut... I'm glad you asked that. I'm glad you asked that. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. C'était super, ça fait un plaisir. Pap Wade, tout le monde. Pap Wade. Merci beaucoup.